Bien, bonjour. Bonjour. Alors, bon, comme vous le savez sans doute, pour nous, la santé, c'est un bien. On valorise le fait d'être en bonne santé, c'est quelque chose de désirable. Bon, dès l'Antiquité, d'ailleurs, on le pense, et on propose des régimes pour aller bien, pour se porter bien, etc. Alors, on va peut-être pas parler, enfin, je ne sais pas, vous nous direz, mais on va peut-être pas parler d'obligation de manger sainement. Bon, pour certains éthiciens, hein, pour certains moralistes, ce qui est bien est obligatoire. Mais bon, peut-être qu'on ne va pas faire de la morale ici, hein, vous nous direz. Mais enfin, je pense qu'on peut tomber d'accord que manger sainement, c'est désirable. Donc, la volonté de manger bien va réjouir sans doute les professionnels de la santé et les experts en nutrition comme vous. Bon, bien sûr, à condition que ces experts, ce qu'ils proposent, soit vraiment sain et non pas une énième mode diététique. Parce qu'évidemment, le progrès des connaissances dans ce domaine-là, peut-être qu'il nous oblige un peu à relativiser. En effet, je me souviens, lors d'un congrès de diabétologie, il y avait un nutritionniste et il affirmait, devant son pupitre, hein, devant tout le monde, que heureusement, les patients ne suivent pas toujours à la lettre leurs recommandations parce qu'elles changent tous les 10 ans. Bon, les recommandations ont donc des limites objectives, hein, parce que nos connaissances ne sont pas parfaites, elles ne sont pas définitives, mais elles ont aussi des limites subjectives. Lorsque manger sainement, par exemple, tourne à l'obsession. Il y a donc des situations où la volonté de manger sainement devient, semble-t-il, problématique, et c'est bien le domaine que vous connaissez. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Mais volontiers. Mais peut-être pour commencer, c'est vrai que cette préoccupation autour de manger sainement, c'est quelque chose qui est d'une part désirable, comme vous l'avez mentionné. C'est désirable, mais en même temps, c'est signe d'un problème. Le fait que les gens doivent se préoccuper de leur alimentation, de manger sainement, etc., ça montre bien que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Et c'est quelque chose qui va de moins en moins de soi, en fait. Donc, le fait que le choix alimentaire le plus sain, ce ne soit pas le choix alimentaire le plus simple, le plus facile à faire, montre bien qu'on est dans un environnement alimentaire qui est potentiellement problématique et qui impose aux gens qui voudraient prendre soin de leur santé, qui voudraient manger sainement, de faire un effort, de faire un travail réflexif, de compréhension, de choix, etc. Et donc, ça dénote quand même, je pense, un problème plutôt dans l'offre alimentaire en soi. Donc, dans le fond, il y aurait une sorte d'inadéquation entre l'offre alimentaire sociétale, de certaine manière, et l'état des connaissances? Alors, l'état des connaissances de, je dirais, la moyenne, pour autant qu'elle existe, mais c'est vrai que ça devient super compliqué de faire les bons choix alimentaires. Je ne sais pas si vous allez régulièrement dans un supermarché, mais pour le moindre yogourt, ça devient un choix. Il y a une pléthore, c'est fou. Et chaque aliment ou chaque marque, chaque produit a des arguments de vente, et maintenant les grands arguments tournent beaucoup autour de, alors il y a bien sûr le prix, mais tournent beaucoup autour de la santé. Et donc il y a un certain nombre de slogans publicitaires qui sont déguisés en messages de santé publique, et ça confusionne quand même, et ça rend le choix difficile, parce que le choix éclairé nécessite un certain nombre de connaissances que pas tout le monde a. Et donc, ce qui expliquerait ces désordres nutritionnels, ça peut devenir obsessionnel ou... Alors, ça peut devenir obsessionnel lorsque les personnes sont... Alors, disons, obsessionnel, c'est quand même un terme un peu fort. Lourd, fort, mais disons, il y a beaucoup de personnes qui se préoccupent et parfois, ça peut prendre effectivement une forme un peu obsessionnelle. En tout cas, la préoccupation devient telle que la personne, elle passe un temps infini à planifier, choisir, acheter, se préoccuper finalement de son alimentation. Mais c'est un continuum tout ça. Au départ, il y a une préoccupation qui est tout à fait légitime, et puis au bout du continuum, on a ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est cette obsession vraiment autour de l'alimentation parfaite. Les experts parlent aussi de l'alimentation pure. Donc c'est vraiment une recherche de perfection qui est impossible à trouver puisque l'aliment parfait n'existe pas, le régime parfait n'existe pas, mais c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie, de temps, et qui affecte la santé mentale. Alors c'est une pathologie selon vous? Alors,
moi, mon opinion n'a pas grand-chose à voir avec ma réponse, je dirais. C'est pas reconnu comme une pathologie. C'est un syndrome qui est multiforme, vraiment. Ça a été décrit il y a à peu près 25 ans par un docteur Bratman, mais les experts ne sont pas tous d'accord sur la définition et sur la manière de le définir, de le diagnostiquer, disons. Donc, c'est quelque chose qui reste quand même enfin, disons, pas très, très bien défini. Mais on commence à en parler il y a à peu près 25 ans, et il y a quand même de plus en plus de recherches maintenant sur ce domaine. Avant, c'était quand même plutôt anecdotique, on va dire, et maintenant on commence à se dire, mais c'est un vrai problème. Mais alors, si c'est un problème de santé, qu'est-ce qui fait que c'est un problème? Parce qu'on pourrait se dire, se préoccuper de bien manger, somme toute, c'est bien. Puis bon, si on s'en préoccupe un peu trop, on a tous nos petites manies, j'allais dire, d'une certaine manière. Donc, si on pense que c'est un problème, c'est que ça doit probablement être plus grave que ça. On a tendance un peu à banaliser ces problèmes-là, comme un peu tout ce qui tourne autour de la nourriture, d'ailleurs. Donc, et ça, c'est aussi dommageable pour les personnes qui en souffrent. Et puis, il y a plusieurs formes, je dirais, de conséquences. Une des conséquences, c'est que, c'est le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça empiète vraiment sur la vie. Ça va aussi empêcher les personnes d'avoir une vie sociale, de manger avec d'autres. Donc ça devient, ça c'est dommageable, disons, pour la qualité de vie. Et puis, sur le plan nutritionnel, purement nutritionnel, ça pose aussi un problème. Parce qu'à force de se dire qu'on va favoriser les aliments sains et supprimer ceux qui sont malsains, bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment possible, parce que cette dichotomie, elle n'est pas réaliste. Mais en plus, on va se retrouver avec une surconsommation de certains types d'aliments sous prétexte qu'ils sont bons pour la santé, au détriment des autres, et puis un écartement de certains aliments, de nouveau sous prétexte parce qu'ils sont estampillés malsains en quelque sorte, et on va se retrouver avec des déséquilibres alimentaires et des risques nutritionnels réellement. C'est vrai, ça me rappelle une petite histoire que j'ai entendue récemment en France où certains avaient demandé mais pourquoi est-ce que le gouvernement français ne promeut pas les aliments biologiques, les légumes biologiques? Et la réponse avait été pour une raison bien simple, c'est que si les gens se mettent à croire que le non biologique c'est du poison, ils vont arrêter de manger des légumes et ce sera encore plus mauvais pour leur santé. Oui, ça arrive assez souvent le fait de promouvoir ou de, disons, donner un conseil de santé publique a un petit peu un effet pas toujours contraire, je n'irai pas jusque-là, mais je vous disais tout à l'heure, les publicités parfois les slogans publicitaires sont un peu déguisés en messages de santé publique, mais on a aussi l'inverse, on a les messages de santé publique qui essayent de ressembler à des slogans pour qu'on s'en souvienne et qu'on les applique, mais c'est ultra simplifié. Quand on dit ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, bien sûr que c'est juste, mais trop, c'est combien? Et du coup, on en vient à rendre ces nutriments-là, les démoniser en quelque sorte, les diaboliser. Et il y a des personnes qui essayent d'éviter le sel à tout prix ou qui évitent le sucre, parce que ça, c'est le nouvel ennemi public numéro 1. Donc, essayent d'éviter ces nutriments-là, ces aliments-là à tout prix. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans sel ni sans sucre. Et on a tendance à oublier que l'être humain est omnivore et on est conçu pour trouver et absorber les nutriments qui arrivent par une variété quasi infinie d'aliments. Et on a besoin de cette variété, mais surtout, on est très résilient, on est capable d'aller chercher les nutriments dont on a besoin dans toutes sortes d'aliments différents. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des êtres humains quasiment partout sur la planète. Vous dites effectivement, on est fait pour manger une pluralité d'aliments. Bon, on dit aussi dans les milieux évolutionnistes qu'on est fait pour manger on est attiré par le gras et le sucre, parce qu'effectivement, dans des périodes de disette, tomber sur une source de gras et de sucre, c'était quelque chose qui favorisait la survie. Est-ce qu'on est piégé par notre évolution, dans le fond, sur ce plan-là, puisque il semble certains parlent presque d'une addiction au sucre actuellement? Je ne dirais pas qu'on est piégé par notre évolution. Je dirais qu'on est piégé par, j'oserais pas dire l'agroalimentaire, mais disons, on a les gènes qu'on a, on a l'évolution qu'on a, et effectivement, sur le plan neurobiologique, on a des réactions très fortes
liées à la consommation de gras, de sucré et surtout du mélange des deux. Et du coup, c'est très facile de rendre très, très désirables certains types d'aliments qui sont pléthoriques de notre environnement alimentaire. Donc, c'est plutôt cette interaction entre nos désirs profonds et la manière dont on est câblé, en quelque sorte, puisqu'on est câblé pour aimer ces aliments-là, et la présence de ces aliments partout, à tout moment, de manière très, très accessible, très bon marché, et avec un narratif, je dirais, que ce soit dans la publicité, sur les réseaux sociaux, dans les séries télé, etc., un narratif qui fait que ces aliments deviennent un peu le choix par défaut, quasiment. Et il y a certaines personnes sont peu vulnérables à ça, et d'autres sont très, très vulnérables à ça. Et on a fait une étude sur le maintien de la perte de poids, il y a quelques années, où on a très bien montré que les personnes qui cherchent à maintenir une perte de poids doivent exercer une vigilance de chaque instant sur leur choix alimentaire, alors que les personnes qui ont un poids normal, sain, stable, tout au long de leur vie, en fait, n'y pensent pas trop. Donc, oui, quelque part, on est un peu piégé par la manière dont on est câblé, mais on est aussi tout ça, c'est lié aussi à nos habitudes, notre éducation, où est-ce qu'on fait nos courses, etc., etc. Donc, c'est bien sûr plus compliqué que ça. Et puis, finalement, on ne peut pas changer ça. Hein. Nos gènes, on les a, notre évolution, on l'a, il faut qu'on fasse avec, mais on doit apprendre à gérer ces choses-là et pas se laisser piéger par des messages simplistes qui ont tendance à mettre en avant des superfoods, soi-disant, et qui font que les gens vont surconsommer certains aliments sous prétexte qu'ils sont bons pour la santé. Alors effectivement, bon, ça peut être des fois compliqué, même pour les personnes comme vous et moi. Moi, j'adore le massepain, hein, c'est gras et sucré, etc. Mais bon, quand vous parlez aussi, quand on a parlé d'orthorexie, c'est quelque chose de plus grave. Hein. Oui. Et dans le fond, c'est peut-être la dernière question que je vais vous poser, puisque le temps avance. Admettons qu'on se trouve, enfin qu'on soit atteint soi-même d'orthorexie ou qu'on connaisse quelqu'un dans notre entourage qui le soit, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Comment peut-on l'aider? Alors, l'orthorexie sévère, je dirais, c'est quand même pas très fréquent. Ça vient quand même aussi souvent avec des troubles anxieux. Hein. C'est lié à une peur au départ de ne pas bien faire. Et puis, ça vient aussi beaucoup avec des sentiments de culpabilité. Donc, dès que la personne a mangé quelque chose qu'elle ne juge pas bien, elle va beaucoup se culpabiliser. Et je pense que ça... Enfin, c'est aussi, d'un côté, on ne doit pas banaliser cette problématique, ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est vrai, il ne faut pas banaliser. Et puis, d'un autre, il ne faut pas dramatiser non plus. Maintenant, je dirais, se méfier de certains aliments ultra transformés, par exemple, oui, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on en mange, c'est mal. Donc, c'est d'essayer de trouver ce juste milieu, d'être un peu indulgent aussi avec soi-même. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, de chercher des compétences, de chercher des sources de compétences fiables et pas se fier à des messages simplistes qui circulent sur les réseaux sociaux, ne pas se fier non plus à des messages de vendeurs de produits diététiques qui n'ont pas de compétences réellement en nutrition ou en physiologie de la nutrition. Je pense que ça peut servir de conclusion. Ce que vous avez dit, il faut apprendre dans le fond à avoir une bonne image de soi, enfin à s'aimer soi-même. Oui, et c'est vrai, on passe quand même 24 heures par jour avec soi-même. C'est quand même mieux quand on s'entend bien avec soi-même. Exactement. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bien, bonjour. Donc, on va parler aujourd'hui un peu de l'image de soi et des autres alimentaires. Alors, une image de soi, bon, on entretient tous une image de soi. Hein. Alors, elle est en fait, dès qu'on regarde, c'est un peu plus complexe que ce qu'on imagine parce qu'elle se décline sur le plan psychologique, sur le plan moral et bien sûr aussi sur le plan physique ou corporel. Bon, par ailleurs, effectivement, cette image de soi, enfin, on n'est pas toujours satisfait de cette image de soi et on peut penser que, en fond, c'est pas si mal que ça parce qu'on n'aime pas trop les gens très satisfaits d'eux-mêmes. Hein. Si quelqu'un est complètement satisfait de lui-même, pense qu'il a tout obtenu ce qu'il voulait, on juge plutôt un peu avec sévérité. Hein. Donc l'être humain est imparfait, puis on s'attend quand même à ce qu'il progresse un peu. Puis cette image de soi, plus ou moins bonne, hein, dans le fond, on se rend compte aussi qu'elle est double. Il y a l'image qu'on se fait soi-même de soi, puis l'image que les autres se font de nous-mêmes. Et puis,
elles ne coïncident pas toujours. Hein. D'ailleurs, on se rend bien compte dans les relations humaines, parfois on se plaint qu'autrui ne nous reconnaît pas tel que nous sommes. Puis peut-être autrui nous répondra en disant ouais, mais que je m'illusionne sur moi-même, que l'image que j'ai de moi-même n'est pas conforme à la réalité. Hein. Donc, il y a une sorte de dialectique hein, qu'on comprend assez bien aussi sur le plan moral. Hein, l'image qu'on a de soi sur le plan moral, l'image que les autres ont de nous sur le plan moral, là aussi, n'est pas toujours la même. Hein. Il y a ceci sur le plan psychologique, et puis il y a cette image de soi corporelle. Hein. Que vous connaissez bien. Hein. Alors j'aimerais que vous nous disiez un peu, mais c'est quoi cette image de soi corporelle? Puis comme on fera un lien avec les désordres alimentaires, eh bien, je pense qu'il y a aussi un lien là entre cette image et les désordres. Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Volontiers. Alors c'est exactement comme vous dites. En fait, ce concept d'image corporelle, on l'utilise pour exprimer qu'une personne n'a jamais une vision d'elle-même qui est objective. Donc en fait, l'image corporelle, c'est une représentation qu'on a de notre propre corps et puis qui est composée de différents aspects qui se parlent les uns aux autres. Il y a un premier aspect qui est perceptif, donc c'est ce qu'on va pouvoir voir de nous dans le miroir ou sur les photos. Et puis souvent, on fixe les choses plutôt qu'on n'aime pas, ou enfin on voit certains aspects, mais on se voit rarement globalement. Dans le miroir, on se voit à l'envers, voilà. Et puis cet aspect perceptif, il est à mettre en lien avec une dimension qui est plus cognitive, qui est l'idée que la personne, elle se fait de comment elle devrait être. Puis cette idée, elle est beaucoup influencée par forcément la culture, la société dans laquelle on est, et puis aussi par la vie de la personne, si elle a eu des remarques, enfin par ses expériences de vie. Et puis, il y a une troisième dimension qui va être le côté affectif, c'est-à-dire, c'est un peu le résultat des deux premières dimensions. Qu'est-ce qu'on apprécie de son physique, si on apprécie des choses, ou est-ce qu'on ne l'apprécie pas du tout? C'est comme un continuum, en fait. Il y a des gens qui s'apprécient, il y a des gens qui s'acceptent, puis il y a des gens qui ne s'aiment pas du tout. Puis, dans cette dimension affective, il y a aussi une sorte d'investissement, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'image corporelle, ça va être vraiment important pour leur concept d'eux-mêmes, comme vous mentionnez les différentes images de soi. Et puis il y a d'autres personnes pour qui ça aura une place plus petite, donc ce sera moins important. Et puis on met dans cette définition de l'image corporelle une quatrième dimension qui est une dimension comportementale qui va représenter la manière dont la personne va prendre soin d'elle-même. Est-ce qu'elle arrive à prendre soin de son corps avec des comportements adaptés ou est-ce qu'elle cherche à le modifier? Donc, c'est là qu'on voit le lien un peu avec les problèmes alimentaires, c'est-à-dire que s'il y a un grand décalage entre la perception, donc comment on se voit, et puis la cognition, comment on pense qu'on devrait être, là, on va parler d'insatisfaction corporelle. Et puis, forcément que comme on pense, comme on devrait être, comme c'est très influencé par la société. Actuellement, on est beaucoup à pousser vers la minceur, c'est-à-dire qu'il y a les idéaux de beauté qui sont plutôt minces et musclés, mais on se méfie du gras, en fait. Et puis, même tout le discours santé, en fait. Il y a beaucoup de stigmatisation du poids, il ne faut pas prendre de poids, c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle la grossophobie aussi. La grossophobie, exactement. Et ça, même pour les gens qui ne sont pas concernés, en fait, ça va mettre une pression aussi sur il faut maintenir un poids, il faut même prendre des précautions puis être un peu plus bas. Donc, le fait qu'il y ait cette cognition qui dise il faut faire attention à son poids, il faut être plus mince, on va avoir des comportements, du coup, dans l'aspect comportemental, qui vont, si en plus il y a un grand investissement dans l'image corporelle, qui vont viser à modifier le corps, et puis des fois de manière dans l'urgence. Donc, on va choisir des solutions des régimes un peu drastiques et puis pas très équilibrés, assez intenables, qui feront que ça va faire des problèmes alimentaires éventuellement, à cause de moments où on sera très restreint, des moments où on va perdre le contrôle. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu tout lié. Je me souviens, je ne sais pas si c'est toujours la mode, il y avait le régime ananas. Il fallait manger plus que de l'ananas et on disait même que c'était des calories négatives. Exactement. Enfin, tout un discours assez bizarre du point de vue de la santé. Hein. Ouais. Mais dans le fond, il y a un côté paradoxal à ce que vous nous dites là, parce que bon, les gens sont de plus en plus gros. On parle d'épidémie d'obésité. Hein. Je ne sais pas si c'est le terme est correct. Mais de l'autre côté, l'idéal du corps, c'est un idéal mince. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on vit cette dialectique un peu? Eh bien, on ne la vit pas très bien, à mon sens. Et
on pourrait peut-être même imaginer que l'un crée l'autre. C'est-à-dire que, ça vous le disiez aussi dans l'introduction, on est dans cette société où on valorise la critique de soi dans l'idée de devoir progresser. Hein. Donc, c'est vrai que si quelqu'un est un peu content de lui, déjà nous on trouve bizarre, mais soi-même d'être content de soi, on a l'impression qu'on va s'amollir, ou enfin qu'il y a un côté où on va plus prendre soin de nous. C'est un peu la même chose avec le corps, c'est-à-dire que l'insatisfaction corporelle, c'est presque valorisé, et puis c'est difficile d'y échapper. L'idée qu'on puisse apprécier son corps, elle est assez critiquée. Et cette idée qu'on a, c'est que l'insatisfaction corporelle va nous permettre de nous maintenir fit, de faire attention à notre poids, d'adopter des comportements de contrôle. Et puis la vérité, en fait, c'est que c'est plutôt l'inverse. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on a beaucoup d'insatisfaction corporelle, on sera justement dans l'urgence, on cherchera des solutions rapides, donc des régimes intenables, notre motivation va chuter, du coup on va se remettre soi-même en question plutôt que de remettre le régime en question. Et puis la personne va plutôt perdre le contrôle sur son alimentation et son physique, son poids, alors que, et puis elle va aussi s'éloigner de tout ce qui est sensation interne, si vous voulez. Donc, perdre le sens de la faim, de la satiété, et aussi même à long terme, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, comment je prends soin de moi. Donc, quelque part, si vous voulez, à mon sens, plus il y a d'insatisfaction corporelle, plus il y a quand même de risques que le poids de la population monte. Donc... C'est ça, effectivement. Mais bon, il y a des cas aussi extrêmes dans l'autre sens. Hein. Quand on parle de l'anorexie, c'est probablement... Alors, je ne connais pas bien le mécanisme, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que ça puisse en aller jusque-là? Alors là, c'est trouble du comportement alimentaire. Hein. Vous mentionnez l'anorexie mentale, et puis on connaît aussi beaucoup la boulimie, par exemple. Ça, c'est vraiment vrai, ça va dans l'autre sens. Oui, c'est dans l'autre sens. Effectivement, c'est plutôt des pertes de contrôle sur l'alimentation. Des fois, c'est ensemble, d'ailleurs. On peut avoir, enfin, ça peut être lié. Ça, c'est vraiment l'extrême des problématiques alimentaires. Et là, il y a une source l'insatisfaction corporelle fait partie des facteurs de risque, si vous voulez, mais il faut un ensemble de facteurs de risque pour qu'un trouble du comportement alimentaire vraiment se déclenche, tant du côté de l'environnement, c'est-à-dire la société dans laquelle on est, typiquement, elle est génératrice de ça, mais aussi dans l'environnement plus proche, par exemple dans la famille ou dans les amis, ou les groupes d'amis à l'école, ou bien il peut y avoir dans les loisirs, suivant le sport qu'on fait, s'il y a de la pression sur le poids, vous voyez. Ça peut être tous des facteurs de risque, et ça doit rencontrer des facteurs de risque aussi chez l'individu, c'est-à-dire un certain tempérament qui sera un peu peut-être anxieux, vouloir bien faire, ou peut-être avec un peu d'impulsivité ou d'obsessionnalité. Et tout ça doit vraiment être réuni pour qu'à un moment, il y ait un trouble du comportement alimentaire de la sorte qui se déclenche. C'est ça. Vous avez aussi parlé de cette espèce de tension de la volonté, hein, où on veut absolument maigrir, on prend des régimes drastiques. Et ça m'a rappelé certaines études qui avaient été faites sur l'épuisement de la volonté. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand les gens se forcent, veulent, pour finir, leur volonté diminue. Ça va d'une certaine manière pratiquement à contre-courant. Hein. Oui. On a peut-être aussi un peu ce genre de phénomène ici où les gens s'épuisent à vouloir faire quelque chose. Puis forcément, ils ne vont pas y arriver puisque c'est la volonté qui s'épuise aussi. Mais oui, ça c'est tout à fait juste ce que vous dites. On voit que la motivation chute, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même les gens, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont essayé tous les régimes, je ne sais pas si on essayé l'ananas, mais disons tous les régimes à disposition. Il y a tout le temps des modes, hein, donc il y a tout le temps possibilité d'en essayer un nouveau qui nous promet monts et merveilles. Et puis on voit les gens, peut-être après aussi un certain âge, donc un certain nombre de régimes essayés, qui ont toute une série de règles dans la tête, donc peut-être même qu'ils pensent être au régime ou en contrôle, un nombre de règles qui se contredisent d'ailleurs les unes les autres, hein, mais qui, au final, dans leur comportement, c'est surtout la panique, et puis ils ne savent plus du tout comment manger de manière à prendre soin d'eux, quoi. Ouais. Et puis si, comme vous dites, effectivement, les repères même internes disparaissent,
la confusion, une sorte de confusion cognitive totale pour finir. Hein. Alors là, c'est le point de vue de l'individu, hein, comment moi je suis par rapport à moi-même. Mais maintenant, comme on le dit tout le temps, et c'est vrai, on a une période où tout le monde est sur les réseaux sociaux. Alors, j'imagine que les réseaux sociaux ont une influence aussi sur tout ça. Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu une caisse de résonance de la société, si vous voulez. C'est-à-dire que, oui, il s'y passe, même, ça amplifie, je pense, si on veut bien, le mouvement qu'on voit au niveau sociétal. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a tout. Il y a des choses bien, et puis il y a beaucoup de choses pas bien. Donc, des images retouchées, chacun qui fait sa photo en se mettant le mieux en valeur, et puis tout plein de trucs pour modifier son corps de manière rapide. Et c'est vrai que on se fait surtout du souci, je pense, pour les jeunes, parce qu'on aimerait qu'ils développent un peu leur esprit critique par rapport à tout ça. Hein. Et c'est vrai que s'ils sont sur les réseaux sociaux et puis qu'ils commencent à chercher un peu des contenus, régimes ou autres, le réseau social, il essaye d'engager la personne, donc il va lui fournir tout le contenu qu'il veut. Et puis là, ça peut être, évidemment, ça peut ne pas rendre service. Donc l'idée, ce serait plutôt d'aller chercher, enfin, si on a affaire à un jeune qui est pris un peu là-dedans, l'idée, ce serait un peu de peut-être de lui faire remarquer comment est-ce qu'il se sent en lisant toutes ces recettes, comment il sent en sentant toute cette pression aussi sur le corps, et de lui proposer peut-être des contenus, parce qu'il y a des contenus qui valorisent voilà, l'individu en séparant la valeur de l'image de soi, et puis qui sont plus critiques par rapport aux photos qui sont retouchées, et de l'engager plus dans ce genre de contenu-là, effectivement. Oui. On peut aussi retoucher sa propre photo avec Photoshop, mais je ne pense pas que ça va mener extrêmement loin. Comme vous dites, on favorise, enfin, d'un côté, on favorise aussi l'esprit critique, le fait d'avoir une pensée indépendante, de se faire une opinion par soi-même. Et d'un autre côté, les réseaux sociaux, l'être humain est hyper social, donc il y a aussi une espèce de paradoxe entre cette injonction à être soi-même et puis le fait qu'en voulant être soi-même, on ne fait que dépendre d'une certaine manière de l'image que les autres renvoient de nous-mêmes. C'est quand même une situation assez difficile, j'imagine, même pour les jeunes, non? Oui, alors vraiment, pour les jeunes, apprendre à naviguer dans tous ces médias, hein, mais je pense qu'en tant que, disons, si on est parent ou si on est au contact de jeunes, de soi-même développer notre esprit critique pour leur montrer que les choses, elles ont souvent plusieurs couches, et puis comment relativiser tout ça, hein, mettons les stéréotypes par rapport à la beauté, que par rapport au genre aussi. Je pense que là, on peut vraiment avoir un rôle de modèle, hein, pour aider les jeunes à naviguer là-dedans. C'est clair que... Mais même des fois, j'entends ça, hein, par rapport à la chirurgie esthétique, par exemple, de dire... oui, mais en fait, de faire ce qu'on veut de son corps, c'est une preuve d'individualisme. Et puis, en fait, on voit des gens qui font tous la même chirurgie. Et puis, moi, bon, alors, si vous voulez, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de bien, de mal. Je trouve, enfin, on a notre corps, puis chacun fait ce qu'il veut avec. Au final, c'est le nôtre. Mais moi, je trouve que ce serait bien d'arriver à le faire en conscience, c'est-à-dire d'avoir un petit peu... justement une idée de qu'est-ce qui nous a amené là, est-ce que c'est notre histoire ou est-ce que c'est pas des pressions extérieures, après quoi on est en train de courir finalement. Tout à fait. C'est un sujet d'ailleurs qu'on va reprendre lors d'un prochain entretien puisqu'on parlera des tatouages, donc, qui est aussi lié à l'image de soi et à cette espèce de dialectique entre la pression sociale et puis l'individualisme. En tout cas, je vous remercie beaucoup de ce petit entretien sur l'image de soi et espérons en tout cas... Enfin, je pense que le message que vous nous donnez, mais il est plus facile à donner qu'à réaliser, c'est qu'il faut conserver, dans le fond, une bonne image de soi. Voilà, merci.